Donc ce qu'on va faire rapidement, on va installer Salif Mangan pour la session Open Forum pour la voix des jeunes sur la souveraineté sanitaire. Salif, yeah. It is a great pleasure to welcome all of you to this open forum, the voice of young leaders for Africa's health sovereignty. My name is Salif Mangan, and it's an honor to serve as today's moderator. I work at the Harvard Chan School of Public Health, and I also work with the Center for African Resilience to Public Health at the Institute of Pasteur of Dakar. And those two institutions are deeply committed to advancing global and African health leadership. So today's conversation brings us four remarkable leaders who are shaping Africa's future through leadership, technology, and innovation in health. And our theme today, which is youth leadership, emerging technologies, and health sovereignty, is not just timely. It is about ownership. It is about how we, as Africans, take charge of our health systems and our ideas and our future. So this session is designed to be your space, young leaders. We want it to be a dialogue. We want it to be a conversation and not a lecture. So each panelist will briefly talk about the work that they do, and then they will respond to one question that I call bonus question that I will ask them. And after that, we will open the floor for young leaders to ask questions and intervene. And please remember, a question always ends with a question mark. So I really invite you to be engaged, to be concise, and more to be bold, because your voices are really central to this discussion. So now let me introduce our brilliant panelists. We have Wapa Jallow, and please take a seat as I call your name. We have Wapa Jallow, who really is a renowned jurist, a feminist, a leader, and executive director of an organization called AMFE. She will get the chance to discuss more about that. And yeah. So WAPA is also advocating for women's rights and gender equality in Africa. So one more round of applause for her. And Sinai Samba, please join us. So Sinai is the founder of Le Lionceau. She is a Senegalese social enterprise producing locally sourced nutritious baby foods, which is really amazing. And she's transforming early childhood nutrition. So welcome, Sinai. Sini. And we have Aji Bousso Dieng, who is assistant professor of computer science at Princeton University in New Jersey, and the founder of The Africa I Know. She is leading and pioneering work in artificial intelligence and science. So please welcome Aji Bousso Dieng. And lastly, we have Dr. Marie Moussa. And Marie Moussa is a Pan-African public health and business development expert. She is committed to expanding healthcare across the whole continent. So let's take a seat and begin the conversation. Welcome, ladies. As you all can see, I'm the only man in the panel, so I feel very outnumbered. So great. So let's start with Wapa. Wapa, can you please begin walking us through your journey, the work that you do, and what led you to it? And tell us about how your views on leadership and gender justice in Africa shapes the work that you do.
Alors, je vous remercie pour la question, Salif. Je remercie également ces brillantes jeunes femmes qui m'accompagnent sur ce panel. Mais également, je remercie le Forum Galien de m'avoir associé à cette activité. Je m'appelle Wopa Diallo, je suis juriste de formation, je suis spécialisée en droits humains, genre et éducation. Donc, je sais que je ne suis pas du milieu de la santé, mais je suis également fondatrice et directrice exécutive de AMFE Sénégal, c'est l'association pour le maintien des filles à l'école, que j'ai créée à l'âge de 15 ans au niveau du nord du Sénégal. Et nous intervenons sur tout ce qui est éducation. Notre credo a été toujours une éducation de qualité dans un environnement sûr et bienveillant. J'ai été là également il y a quelques années sur un autre panel. Je suis ravie de retrouver professeur. Je suis également lauréate du programme OLA et de beaucoup d'autres programmes que professeur Eva Marie Colsec a accompagné. Je suis Kane Prize 2023. J'ai pu gagner le meilleur prix sur la littérature science africaine au niveau de Londres, qui nous a valu également la une de Guardian et de beaucoup d'autres journaux. Maintenant, le travail que nous faisons au niveau de AMFE Sénégal, c'est vraiment de soutenir les communautés pour que les jeunes filles puissent finir leurs études. Au début, c'était ça. Maintenant, nous investissons énormément sur également l'éducation des garçons parce que nous intervenons dans une communauté Peul très conservatrice où c'est extrêmement difficile de parler des questions de santé des jeunes filles, de santé de la reproduction. Notre rôle dans ce débat où nous intervenons, c'est que quand nous avons commencé nos interventions, on était vraiment à 2 ou 3 filles dans les salles de classe, notamment en S. Je suis juriste, mais j'étais vraiment scientifique, j'ai dû virer au dernier moment. Donc on était 3 filles en S. Aujourd'hui, la région de Matam est à 68% de filles dans les salles de classe et nous arrivons toujours en 2e position après Dakar. Je ne m'attribue pas ce résultat, mais je sais que j'y ai joué grandement avec l'appui des communautés. Mon conseil ou le focus sur lequel je vais faire, c'est plus d'inviter les bailleurs, les partenaires, les collaborateurs à plus interagir avec les communautés. Parce que la souveraineté sanitaire et éducative commence toujours par la dignité et la parole retrouvée des communautés. Quand on intervient dans des communautés et qu'on les soumet des projets déjà finis, nous ne pouvons pas espérer faire des résultats. Il faut co-créer, co-construire, co-réfléchir avec ces communautés-là et ensemble établir des stratégies que nous allons mener ensemble. L'autre chose, c'est que dans ces communautés-là, il y a différentes personnes. Il y a les chefs culturels, il y a les chefs religieux, il y a les jeunes, mais il y a également les femmes. Chaque personne dans cette communauté-là a un rôle extrêmement important à jouer dans ce processus. Et les communautés, elles parlent. Les jeunes transmettent et les décideurs s'engagent. Et quand on saute une seule procédure de ce processus-là, on échoue. On échoue. Si aujourd'hui, nous arrivons à mobiliser et à enrôler des chefs de village dans la distribution de serviettes hygiéniques, oui, qui l'aurait cru? Un de mes grands-pères Peul, avec des serviettes hygiéniques, regroupant des jeunes filles, leur distribuant des serviettes hygiéniques réutilisables et les expliquant, c'est une grande réussite. Les gens vous diront quel est votre impact, quels sont les chiffres. Moi, je ne veux pas parler de chiffres, parce que l'impact, ce ne sont pas les chiffres. C'est ce qu'on arrive à faire dans ces communautés-là et nous sommes arrivés à faire ces choses-là dans ces communautés. Certes, au début, la discussion a tourné autour de vos serviettes hygiéniques font mourir nos bétails et nous, on leur a dit, ce ne sont plus ces serviettes hygiéniques que vous pensiez là, c'est telle serviette hygiénique et ça a tel impact dans nos sociétés et ils se sont engagés. Ça veut dire qu'il faut beaucoup plus parler aux communautés, leur expliquer dans leur langage. Leur langage n'est pas que la langue que ces communautés-là parlent, non, c'est également leurs valeurs et leurs peurs. On ne néglige pas et on ne sous-estime pas la peur des communautés, parce que c'est extrêmement important.
Alors, nous, notre rôle en tant que jeunes leaders, c'est vraiment d'être le pont entre la base, qui sont les communautés, et les décideurs, qui sont également les bailleurs, souvent. Donc, c'est vraiment de traduire la voix du terrain en stratégie publique, sans bien sûr la dénaturer. Je m'arrête là pour le moment. Oui, c'est bien. And, D'accord. thank you so much for Merci sharing. beaucoup. Yep. Very inspiring. Thank you for sharing that perspective on gender and sovereignty. And I have one question for you. What advice would you give to young women who want to lead change in health and education in their communities? Donc, quel conseil donneriez-vous aux femmes qui veulent apporter du changement dans le domaine de la santé et de l'éducation dans leur communauté? Alors, c'est une question qui est très pertinente, qui est également très importante, parce que très souvent, quand je parle du domaine de l'éducation et que je parle de mon profil de juriste, bon nombre de personnes me disent « mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce panel de santé ?» Parce qu'en effet, la question d'éducation est une question transversale. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas aller à l'école. Si on n'a pas les infrastructures nécessaires de santé qu'il faut, on ne peut pas penser aux infrastructures de l'école. Donc, je veux bien que ces jeunes filles restent à l'école, mais je veux d'abord qu'elles soient saines et sauves pour pouvoir aller à l'école. Donc, le conseil que je donnerai à toutes ces personnes, d'abord, à tous ces jeunes qui voudraient vraiment, qui s'activent déjà dans ce domaine, c'est d'écouter les communautés. Et en écoutant les communautés, c'est également de prendre en compte ce qu'ils vous disent. N'écoutez pas comme les États, je suis désolée. Écoutez pour comprendre et prendre en compte ce qu'on dit. Il faut que les voix des communautés cessent d'être des voix symboliques, mais qu'elles soient des voix décisionnelles dans les instances de décision. Je m'explique. Bon, souvent on vous dit il faut des femmes, il faut des jeunes ou il faut des personnes handicapées dans une structure. Les gens les prennent et ils disent aux organisations, il y a l'inclusion, les femmes sont là, les jeunes sont là. Ce sont des voix symboliques. Ces personnes sont là parce que les bailleurs ont demandé à ce qu'elles soient là, mais leurs voix ne servent à rien du tout. Donc il faut que ces voix-là arrêtent d'être symboliques, mais que ces voix-là soient décisionnelles. Et pour cela, il faut qu'on sache écouter les communautés. Je vous remercie. Thank you so much, Wapa, for this very insightful. And Wapa talked about the intentionality that we should have in order to give communities their voices. So voices from the communities are extremely important when it comes to decision-making spaces. So we should be more intentional about giving community their voices. So thank you, Wapa. So now let's turn from advocacy to social entrepreneurship and innovation in health with our next speaker, Sini Samba. Sini, could you please take a few minutes to tell us about your journey, how you created your organization named Le Lionceau, and what motivated you to return to Senegal and create such an impactful organization? Yeah, thank you so much, Salif. I'm going to do it in French. So, je suis Sini Samba et c'est un honneur d'être là aujourd'hui parmi vous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait quelques années que je suis le Forum Gallien et pour la première fois, en tout cas, j'ai eu la chance de venir participer. Donc, c'est un honneur. Donc, moi, je suis ingénieure en agroalimentaire. Je suis spécialisée en nutrition. Je me suis tout de suite lancée dans l'entrepreneuriat parce que, tout simplement, je ne pouvais concevoir qu'on soit dans un pays où on a d'un côté des matières premières qui sont très riches sur le plan nutritionnel, qu'on a des producteurs qui perdent une bonne partie de leur production au champ parce que ces matières premières ne sont pas transformées. Et quand on regarde de l'autre côté de cette chaîne de valeur, on voit qu'on a des enfants qui n'ont pas accès à une alimentation saine et de qualité. Aujourd'hui, au Sénégal, malheureusement, on a encore 19% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'une forme quelconque de malnutrition. Et quand on regarde, quand on va dans les pharmacies, les supermarchés, on se rend compte qu'au fait,
les produits à destination des bébés pour des produits de diversification, on a plus de 90% qui sont des produits importés. Et donc pour moi, je ne pouvais concevoir cela. Il fallait agir. Et c'est là où j'ai décidé de revenir au Sénégal. Après plusieurs années d'expérience à l'étranger, j'ai travaillé pour les multinationales de la nutrition aussi. Et je me suis dit, mais je dois vraiment pouvoir faire quelque chose. Donc j'ai fait ce choix de revenir pour justement essayer de connecter les producteurs et les bébés de façon circulaire et inclusive. Donc aujourd'hui, le lionceau, on transforme tout ce qui est baobab, le niébé, kopi, le fonio, le mil, mais en vraiment essayant d'innover. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi nos traditions. Donc aujourd'hui, on fait un mélange entre la tradition et l'innovation pour pouvoir mettre sur le marché des produits qui vont venir permettre de renforcer l'état de santé nutritionnelle des enfants, des produits qui soient sains, nutritifs, mais aussi qui racontent une histoire. Parce que derrière chaque produit, le lionceau, c'est des producteurs qui retrouvent leur dignité, c'est des groupements de femmes qu'on a accompagnés et qui aujourd'hui sont nos suppliers, sont nos fournisseurs de matières premières. Et c'est toute une équipe de jeunes, principalement, qui travaillent au sein de l'entreprise, donc la création d'emplois. Et pour moi, en ayant cette activité, au fait, ça nous permettait vraiment de venir répondre à la fois aux questions de sécurité sanitaire, mais aussi de souveraineté alimentaire. Parce que la nutrition, c'est vraiment au cœur entre la santé et l'agriculture. Et si un enfant n'a pas bien mangé ou que l'enfant a un ventre vide et qu'il va à l'école, mais forcément, l'enfant aura plus ou moins des problématiques par rapport à son développement, mais aussi par rapport au développement de son cerveau. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment focalisé sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Donc, je suis vraiment une passionnée des 1000 premiers jours et on fait beaucoup d'advocacy sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Je m'explique. Aujourd'hui, dans votre entourage, vous avez sûrement quelqu'un qui souffre des problèmes les maladies chroniques, donc hypertension, diabète. À chaque fois, on a soit un parent, soit des tantes, soit même des jeunes aussi, qui malheureusement ont des problèmes de tension, de diabète. Et une bonne partie, pas la totalité, mais en tout cas une bonne partie peut être résolue si on intervient durant ces 1000 premiers jours. Donc les 1000 premiers jours, c'est de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, où il y a vraiment une répercussion sur la santé future de l'enfant. Et aujourd'hui, les dernières études de la Banque mondiale ont montré que $1 investi dans la nutrition peut générer $23. Et ce n'est pas juste en termes de economic returns, c'est vraiment en termes de santé future de l'enfant, parce que quand les personnes adultes sont malades, ça coûte de l'argent. Et aussi en termes de comment est-ce qu'on est en train de driver l'économie, mais ça montre qu'il va y avoir des ralentis. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, il faudrait qu'on investisse massivement dans la nutrition, qu'on innove vraiment, qu'il y ait plus de créativité, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce secteur-là, que ce soit dans la production, que ce soit avec l'intelligence artificielle, que ce soit avec le digital. Je pense que mes co-panélistes vont en parler, mais il y a vraiment énormément de choses à faire dans ce secteur-là. Merci, Salif. Thank you so much, Sini. Very impressive background. Thank you. Thank you for leaving your comfort from France to come back to Senegal and focus on our babies' nutrition and health. So that's very commendable. We really appreciate you. And the question that I have for you is, what lessons can young Africans and entrepreneurs learn from combining social impact with a sustainable business? Well, it's absolutely not easy. Well, c'est très, très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Généralement, on dit qu'en Afrique, il y a énormément d'opportunités. Et c'est vrai, il y a énormément d'opportunités. Mais rien n'est certain sur le continent africain. Donc, il faut énormément de résilience. Moi, quand j'ai décidé de revenir au Sénégal pour faire cette activité, j'avais vraiment cette casquette de je rentre, je vais sauver les enfants, je vais toucher tout le monde. Et c'est ça que je voulais faire. Et quand je suis venue, je me suis vite confrontée à la réalité.
Et je me suis dit, mais il faut absolument que je change mon business model, sinon mais mon projet ne va pas être sustained, ça ne va pas être durable. Et je me suis dit, OK, comment je vais faire pour que dès à présent, j'ai des personnes qui soient prêtes à acheter, que je ne sois pas dépendante d'une quelconque organisation ou d'un quelconque État ou gouvernement, mais qu'il y ait des personnes qui puissent d'elles-mêmes aller acheter le produit. Et donc, c'est comme ça que j'ai complètement changé le business model, où on se dit, OK, il y en a des personnes qui vont acheter, et au fur et à mesure que l'organisation grandit, et bien là, on va avoir d'autres partenaires qui vont se joindre à nous pour justement créer plus d'impact au sein des communautés. Donc, on l'a vraiment fait petit à petit, et pour moi, le modèle social business, il faut que sur notre continent africain, là où tout est à faire, quand on se décide de se lancer dans quelque chose, se demander, à travers l'activité que je suis en train de mener, comment est-ce que je suis en train d'impacter positivement l'environnement, comment est-ce que je suis en train d'améliorer les conditions de vie des populations. Et pour moi, on ne doit laisser personne derrière, parce que tout est à faire, mais il faut le faire de façon impactante. Et juste pour finir, j'aime beaucoup ce quote de Thomas Sankara, cette citation de Thomas Sankara, qui disait « You cannot carry out transformational change without a certain amount of madness ». Vous ne pouvez pas créer des solutions transformatrices si vous n'avez pas un certain grain de folie. Et aussi une patience, parce que si vous avez l'idée de folie, ce n'est pas que vous allez venir la faire tout de suite et que ça va pousser, ça va réaliser. C'est comme un seed, une graine. On la plante, on l'arrose, on a l'espoir qu'elle va pousser. Vous n'allez pas venir tous les jours la déterrer pour voir ce qui se passe, mais vous avez cette conviction que ça va marcher. Et cette patience et cette résilience de tous les jours arroser, et bien sûr qu'il faut une vision. Si on n'a pas de vision, au fait, on n'est pas assez projeté et malheureusement, il n'y a pas de grandes ambitions. Et pour notre continent, il faudrait vraiment qu'on révolutionne les choses maintenant. Merci. Merci beaucoup, Sini. Merci d'avoir martelé que la souveraineté sanitaire commence par l'autosuffisance alimentaire et plus précisément avec des innovations locales. So, merci beaucoup. So next we will hear from a leader whose work strengthens healthcare systems across Africa and ensures that no one is left behind. And that's Dr. Mary Musa. Can you please walk us through your professional journey? And you have worked in several countries in Africa to design and innovate health policies to improve access to care. Tell us what drives your passion for public health across Africa. Thank you so much, and thank you for having me. I'm hoping the students and the youth in here, most of us either have translation devices or can interpret my English. It's my first time in Dakar, and once again, thank you for the Galien Forum for hosting me and having me in here. So I'm Dr. Mary Musa. I'm head of consulting at Africa Health Business. And just to answer your question, my public health passion stems from my ideology as a Pan-Africanist. So my public health passion was to stop the brain drain to start with. So I swam against the tide and I decided to stay in the continent. I'm hoping that all four of us ladies, we will inspire more young people to stay in the continent and invest in the continent and contribute to the continent's sovereignty and well-being. I graduated from medical school in Egypt, where I originated from, but I decided again that I belong to the continent. I moved to East Africa, where I practiced medicine, I studied, I tried to be a nanotechnology researcher, but unfortunately our labs were not equipped that time. Yes, I am slightly old. I studied at Makerere University, and then I decided I wanted to contribute to public health systems as a whole.
I felt my calling was beyond seeing individual patients, and it is actually to contribute to strengthening the health system. So I ventured into the public health space. I joined a few projects between the two countries, Egypt and Uganda, and then afterwards I guided and designed few community health focused projects to try to deliver medication through telemedicine and e-dispensing, and even nutrition, which is the ecosystem of health that goes beyond just the service delivery. We worked in Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Burkina Faso, and Nigeria. And then I moved to Kenya, once again, another African country, because all of African countries is our home, collective home, where I joined Africa Health Business as head of consulting. In Africa Health Business, we are trying to do two things. We are trying to mobilize resources from the private sector and bring it to public health spaces. And the other thing is to plant the seed or build the foundation for an enabling environment for all public health projects, and also to ensure equitable and accessible healthcare for all of our people across the continent. We work in over 30 plus countries. We work in Malawi, we work in Zambia, work in North Africa, Egypt, Morocco, South Africa, Namibia. Again, we are trying to collect the voices of the experts from around the continent to offer solutions that fits our problems and and emphasize on the opportunities that we have. Thank you so much, Dr. Mary Musa. And as we discussed earlier, I can really see your passion and the drive that you have for Africa. So thank you for inspiring the young African leaders. The question that I have for you is, how can young people use innovation and technology to help close the gap between healthcare, the gap in healthcare in the country, or in the continent, excuse me? Thank you so much. I was thinking about the question when I received it, and I wanted to share with the young innovators in here, because unfortunately, in many times, we seek innovation that is not scalable and does not fit our need in the continent. Our innovation can be perfect for the donors. Our innovation can be perfect for the funder or the prize giver. But I think our innovation right now need to be focused on the need and scalability and viability of the innovation. I want us to go back a little bit and think what the definition of innovation is. And I think, again, to make it more basic and simplify it, it might be AI-focused technology, but it could be also as simple as having a diabetes strip kit or antigen diagnostic kit delivered to the last mile. That's innovative enough. So for me, innovation is all about accessibility for the people that cannot access the healthcare, and also innovating based on the landscape and the structure and the cadre capability that we have around the continent. Thank you so much. That was super insightful, thinking about people who are not able to access technology. And we've seen from the multiple projects that we have from the groups, those are brilliant technological and innovative ideas. And we really hope you to take on those projects to help us close the gap in the technological advancements across the world. Now, the question that I have, now let's move from public health, let's move from public health to the world of science and technology with the leading researcher in artificial intelligence, Aji Busojeng. So Aji, could you please tell us your journey as a scientist and as an educator at Princeton University? How did your experiences lead you to connect artificial intelligence with social impact and the development in Africa?
Thank you for inviting me here. I want to start with thanking Professor Eva Marie Kolsek, and I've always wanted to tell her that I'm a big fan, but I've never had the opportunity because we've never met. So I think it's very fitting that we are here together talking about African health sovereignty and doing that through an organization that she is leading, because she's a leading figure in African health, and you're very inspiring, and I wanted to tell you that in person. So today, I will talk about my journey by talking about my work, and I'll talk about my work through the perspective of the theme of today, which is African health sovereignty. So African health sovereignty in general means that we should be able to completely have control over everything pertaining to our health, including being able to cure ourselves. And for Africa, I think that means being able to develop our own tools and methods and processes for diagnostics, treatment, prevention, and monitoring. And it also means having all of that being accessible to everyone, including people in remote areas. So access is also a big pillar of sovereignty. And I think in order for Africa to have health sovereignty, from my perspective, I think it requires leading the scientific discovery process and the technology development process that is about solving our own health problems. And so my work has been aiming at contributing to that goal in two ways. One way is through scientific research at Princeton University, and the second way is through advocacy through the organization, The Africa I Know. So I'll start by talking about the research part. I lead a research group at Princeton called Vertex, and we are tackling challenges pertaining to the natural sciences and to artificial intelligence. And what I'm excited about is the way we are doing that. We are coming at it by asking a very simple, seemingly simple, but actually a bit challenging question, that is, how do you measure diversity? It's a very basic question. How do you, if you're given a collection of things, how do you measure the degree of diversity of that collection? And so we came up with a mathematical formula that can do that very well, and we showed that it satisfies many good things about what it means to accurately measure diversity. And now what we are doing is using that formula, that score, as an engine for building algorithms for machine learning, making them more robust, more inclusive, so that they can also reflect our cultures and everything, but also using it to develop algorithms to do things like materials discovery, drug discovery. And that same score has been helpful also in the health domain. For example, we've used it to show that you can detect COVID-19 variants before they are even formally identified. And you can do that in a very flexible way. You just need the sequence, biological sequence data, and it can spot whether there's a new variant that's arising or not. And the nice thing about it also is that it's applicable not only to COVID-19, but to other viruses. So I would be very excited to apply it to other viruses pertaining to Africa. We've also shown that you can use it to monitor disease spread during pandemics or epidemics. And that same score is used to discover materials that can help with transporting drugs into the body. So it started with a very basic question, but that's serving to solve all these fundamental problems in machine learning and the sciences. So that's the research we're doing. In terms of the Africa I Know, that's the advocacy part. And the reason for its founding is that for Africa to be sovereign in health and in other areas, we need to have the skills that are required to build things for ourselves,
And I think a good way to do that is through science and technology. So the Africa I Know advocates for STEM education in Africa. And so we post about these inspiring African figures in the sciences and in technology. And we also have educational programs where we try to educate young Africans on these subjects. One program that we have that I'm very excited about is the AI camp, the Taik AI camp. It's a fully funded camp, 1 week. But what's nice about it is the way we're going about it. So we had 3 phases. In the first phase, we show the camp participants all these amazing things that AI can do in different domains, whether it's in natural language processing or in computer vision or in the sciences. But we also show them how AI is failing on the African continent. So they do see that these algorithms, these seemingly intelligent algorithms, can be very racist towards Africans or very biased towards Africans, and that they don't reflect our cultures and our languages. So we get to show them those failures, and that motivates them. They're like, oh, why is the algorithm saying that's a monkey when it's when it's a black person? So it motivates them to want to know more about the technology. And so the second phase is about teaching them fundamentals of AI. So we cover what we think are the basics of starting with AI, so they get to know what AI is about. And then the third phase is that they do a project. They do a group project where they get to do 2 things. They have to come up with a problem that they care about in their communities, and they have to use AI to solve it. So the nice thing about this camp is that you come at presentation day, the day where they present their projects, and you see these young Africans talking about these problems that are very specific to them and that they manage to tackle leveraging AI. So they get out of it very fulfilled, knowing that they can use technology to actually build, to create and solve their own problems. And so this is the work I do, and both of those work are motivated and grounded from my upbringing in Senegal. I was born and raised in Kaolack until after the baccalaureate. Kaolack in particular has very known problems related to health, like hepatitis B. Hepatitis B is a big problem in Kaolack. The prevalence there is even higher than the national average. And I have a personal story related to that, and my dad dying early from something related. And there's also malaria that's still a big challenge in Kaolack. And so you grow up in an environment like that. Of course it will motivate you in the work you do, because you want to be useful. You want to be helpful to your community and be able to contribute to the solutions at some point. And so that's been my motivation from starting my undergrad education in France, and then working at the World Bank and doing my PhD at Columbia, and then now leading a research lab at Princeton. All throughout, I've been motivated by wanting to solve problems in order to make people's lives better. Now, sometimes that can translate into doing things that are very abstract, but you will see that those abstract things are needed as well, because that helps you innovate and tackle challenges in a more principled way. And so I'm excited to be here, and I hope that what I said was helpful. Super helpful. Thank you so much, Ajibuso. And despite the fact that you are leading scientific research on artificial intelligence for Africa's self-reliability and access to healthcare, you have found time to create the Africa I Know for advocacy, which is really commendable. So thank you. And now, what steps should young Africans take to build careers that combine technology, science, and social impact at the same time? So what advice would you give to young students? I really love that question because I think that combination is actually very essential to Africa's sovereignty, not only in health but in other domains. That is because, for example, if you combine science and technology to solve random problems, I don't think that's
that's something that will be helpful to the continent. But if you actually have the social awareness of what Africa needs, that makes your work even more meaningful. And so I think the combination of those three is very essential. And the good news is I think that it's also possible. It's possible to do work at the intersection of science and technology, and that can also have positive social impact. There are three things that I think are needed in order to evolve in a career that combines those three things. The first thing is to master the fundamentals. There are all these trends about artificial intelligence. There's a lot of noise in the media. There's a lot of sensation about AI. But AI and all these other fields, there are fundamentals that transcend all those trends. And I think mastering those fundamentals is what will help you to really innovate and be very independent and be very innovative. And so whether it's mathematics or physics or chemistry or biology or statistics, optimization, get the best education you can in order to master those fundamentals. And then the second thing is to develop algorithmic and computational thinking. And you do that by learning to code. Even if AI now can solve coding problems, I encourage young people here to actually engage in learning to code, because that helps you develop that computational thinking that you need to develop algorithms that are sound and robust. And developing computational thinking nowadays means also learning the language of AI. So learning about AI, even if your field is different, even if your field isn't doing work in AI, I think AI can benefit any field. And so in this day and age, I would encourage the youth to also learn about AI in addition to the field that they are evolving in. The third thing is to develop an interdisciplinary mindset. That is because interdisciplinary work is, I think, what brings breakthroughs, what helps solve problems in a novel way. And so the reason why that's even more important in Africa is because we have some problems that are unique to us. For example, when it comes to health, neglected tropical diseases, people from like developed countries who may not be who may not have those types of diseases, they won't naturally care about tackling them. And that's not to be blamed. It's just that their social context is that they don't need to invest in those things because it doesn't touch them. And so there's an incentive for Africans to be able to innovate in that aspect so that we can actually solve our own problems, because they are problems that affect us. And in order to develop that interdisciplinary mindset, you have to center the problem instead of centering the field. So a lot of people, what they do is they say, I'm a statistician. So they see all problems through the lens of statistics. Or they say, oh, I'm a physicist. So they see all problems from a physics lens. But I think if you wanted to do interdisciplinary work, you have to center the problem instead, and then take all tools from all these fields that are needed to tackle that problem. And in order to center the problem, you have to know what the problem is, and so you have to actually know about the local African context, talk about local research, speak with local researchers, connect with them, local healthcare workers, and local communities to understand what the problems are, and hopefully that can help give us health sovereignty. Thank you so much, Adi. That was very insightful. Thank you for raising the importance of artificial intelligence and also raising the importance of cross-disciplinary mindset and skills. Now, before we turn the microphone to the audience, let's give a great round of applause to my brilliant panelists. Thank you so much. So now the floor is open to questions. Please come to the microphone, or we have people who have the microphones come to you. Raise your hand, and please be brief and concise in your questions. And please remember always, the question ends with the question mark. Good afternoon, everyone.
Madame la Présidente. Alors, je voudrais vraiment vous féliciter. Donc, je n'ai pas de questions particulières et vous dire toute la fierté que j'ai de voir cette jeune génération vraiment qui montre la voie. Et avec des personnes comme ça, il ne faudrait pas qu'on les laisse partir dans la nature et qu'on ne les écoute pas. C'est des personnes à écouter, c'est des personnes qui peuvent aider notre continent. Et vraiment, je suis particulièrement fière. Je vais faire un commentaire ou deux. C'est par rapport au début, quand Ouri a parlé de... C'est bien Wopa a parlé de... Je ne suis pas de la santé, je suis juriste. Alors, je voudrais que vraiment on essaie de laisser tomber ce genre de vocable dans la mesure où vous êtes juriste et vous pouvez, justement, par ce que vous connaissez dans votre domaine, apporter énormément aux médecins, donc ceux qui traitent les malades. Et je crois que quand on aura dépassé ce stade, nous, médecins d'ailleurs, de regarder les autres en se disant qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi ils parlent, de quoi même ils se mêlent, on aura toujours des problèmes. Et c'est ça qui fait, je crois, que la santé, en tout cas dans le monde et en Afrique, n'avance pas comme on aurait voulu. Si on avait justement mieux écouté nos anthropologues, nos sociologues, etc., ne serait-ce que la médecine traditionnelle ne serait pas reléguée comme elle est reléguée aujourd'hui. Je pense ça comme exemple seulement. La nutrition, même chose. Vous faites partie des personnes qui vont apporter énormément à la santé parce que vous vous intéressez à un domaine important qui est celui de la nutrition. On parle d'intelligence artificielle. Au passage, vous dites que vous considérez que je suis un peu votre exemple ou votre... Yes. Non, moi aussi. Je suis très fière de vous et je peux vous dire que franchement, c'est un plaisir pour moi de vous avoir ici. C'est votre pays, mais je crois qu'on gagnerait encore à mieux vous connaître et à vous écouter. La même chose pour le panafricanisme. Vous avez des motivations, je m'excuse... Mangane, je suis un peu dans le... Je vais partir, donc je veux en profiter pour dire tout ce que j'ai à dire. Mais vous avez toute une motivation. Et c'est l'élément clé et une base de l'entrepreneurship et même de toute une vision des innovateurs. On est motivé ou on ne l'est pas. Quand on n'est pas motivé, on ne trouve pas certaines choses. Et on n'a pas aussi certaines trajectoires. Donc pour moi, quelle que soit la motivation, qu'elle soit un vécu, qu'elle soit simplement une expérience d'autres personnes, que ce soit quelque chose dont on a entendu parler, qui nous a motivés. Donc il faut être motivé pour trouver, pour chercher et pour mettre en œuvre certaines choses. Mon dernier point, c'est celui sur également la patience. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai choisi ces 3 points. La patience. On ne peut pas être entrepreneur, on ne peut pas avoir une vision des choses, on ne peut pas avoir un impact si on n'est pas patient. On ne va jamais avoir un succès, parfois le premier, deuxième, troisième, quatrième. C'est des essais. Vous pouvez avoir la chance de très vite trouver quelque chose ou avoir une expérience que vous pouvez mener à échelle. Mais très souvent, c'est des échecs. Très souvent, on apprend en échouant, mais on apprend aussi en se disant toujours « je suis tombé, mais je me relève ». Donc cette patience dont vous parlez, je vous félicite de l'avoir évoquée, parce que cela aussi, c'est quelque chose d'important. Fière de vous, vraiment. Je suis toute contente. Je vais faire autre chose, mais franchement, je me rends compte que j'apprends moi-même énormément, surtout des jeunes. Et sachez que ce n'est pas simplement le mentorship de nous à vous, mais vous nous apportez également énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente.
Merci. Je suis Dr Viviane Oké du Bénin. Je suis médecin et j'ai créé une application, Elle, qui permet aux femmes d'Afrique francophone de suivre leur cycle menstruel, d'avoir accès à l'information fiable et d'être connectées aux professionnels de santé. Et cette application, au-delà du Bénin, est utilisée dans d'autres pays de la sous-région. Et ma question est de savoir, surtout envers la fondatrice de Le Lionceau et au docteur de African Health Business, de savoir comment est-ce qu'en tant que nous, innovateurs, nous pouvons intégrer nos solutions dans les politiques nationales de santé. Parce que le constat est que souvent nous sommes jeunes, nous sommes des innovateurs, nous créons des solutions, mais ces solutions-là ne sont pas forcément utilisées. Donc, c'est la question que j'aimerais poser. Merci. Maybe we can take 2 more questions and then we're going to answer them together as a group. Ok. Bon après-midi à tout le monde. Professeur Rokia Sanogo, ancien chercheur en pharmacie, directrice de l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée. Et félicitations, comme Madame la Présidente a dit, nous sommes fiers, nous avons vraiment écouté une certaine maturité à travers vos interventions. Et avec les jeunes qui sont passés, j'ai vu quelque chose qui était posé comme problématique, qui est la tradithérapie. Mais avec cette intervention, je remercie celle qui a dit qu'il faut écouter la communauté. Nous ne pouvons pas offrir la santé sans passer par les premiers intéressés. Donc, le mot-clé et l'élément clé que je prends de cette intervention, c'est être à l'écoute de la communauté à tout moment. Avoir la patience d'écouter la communauté pour, avant de nous asseoir dans nos bureaux, décider selon des dictats qui viennent d'ailleurs. Je crois que les premiers intéressés, c'est la communauté. Donc, la réussite de toutes les actions que nous avons menées, je crois, c'est l'écoute de cette communauté. Et si nous écoutons la communauté, la médecine, les savoirs endogènes en matière de santé, mais les savoirs endogènes en général ne peuvent pas ne pas être au centre de la souveraineté sanitaire. Les savoirs endogènes ne peuvent ne pas être au centre de la souveraineté alimentaire. Les savoirs endogènes ne peuvent pas ne pas être au centre de la recherche innovation. Les savoirs endogènes ne peuvent pas être en marge de la santé publique. Aujourd'hui, si nous voulons être efficaces, il faut que les patients arrivent à temps dans nos structures. Nous avons des programmes qui disent, non, la communauté au village, quand ils arrivent chez nous, on va s'occuper d'eux. Il faut créer les dialogues avec ces communautés. Je crois que la communauté comme centre, c'est le mot-clé que j'ai ramassé. Et je crois que si on s'intéresse à ça, je crois qu'il y a un savoir et savoir-faire dans tous les domaines en Afrique. Quand j'ai mes approches, quand on écoute la communauté, 95% des solutions viennent de la communauté. Et quand vous apportez vos 5%, c'est des approches, c'est des méthodes, c'est des réponses acceptées. On ne fatigue plus pour les faire avancer parce qu'ils sont partie prenante plus que nous de leur santé. Donc je termine en disant, chez nous on dit on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Cessons de parler des communautés sans les demander. Merci.
Professeur Seck. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous féliciter. Salif, vous avez vraiment bien modéré votre panel et vous avez eu aussi des panélistes de haute facture. Donc vraiment, toutes nos félicitations, vous nous avez régalé. Depuis ce matin, quand j'ai entendu les jeunes dérouler, depuis la présentation de Bamba à maintenant, alors j'ai eu la conviction que c'est extrêmement important d'avoir confiance aux jeunes. Chaque fois on le dit, alors l'Afrique c'est un continent jeune, les jeunes sont le présent et le futur, mais il faut qu'il y ait une transition générationnelle et que les adultes aient confiance aux jeunes. Ces projets que vous avez déroulés, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'adultes qui n'y pensaient pas. Ça veut dire que si on a confiance en vous, vous pouvez même transformer le monde. Donc vraiment, je vous félicite pour cela. Alors j'avais 2 ou 3 questions à poser. Vraiment, j'ai été très épaté par tous les programmes. Alors, la première question pour les initiatives locales, comment vous faites avec le défi du financement? Puisque, alors souvent, vous avez de bonnes idées, vous avez des expériences sous forme de pilote, mais on sait que les défis sont énormes et les moyens sont maigres. Alors, comment vous faites pour essayer de pouvoir aller à l'échelle, faire bénéficier plus de monde dans ce que vous faites? Alors, la deuxième contribution, ça c'est une contribution pour appuyer ce que vient de dire le professeur Rokia, et d'ailleurs même pour vous paraphraser, parce que vous avez dit quelque chose que j'ai bien retenu, que la communauté, je pense, alors s'engage, les jeunes transmettent et les leaders politiques prennent des décisions. Je pense que c'est extrêmement important. Je suis d'accord avec le professeur Rokia, puisque les communautés doivent être au centre de tout processus de changement, de résolution de problèmes. Alors, il faut le savoir, et même d'ailleurs, j'avais l'habitude de dire que nous tous, nous sommes des communautaires. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes panélistes, mais quand vous allez rentrer chez vous, vous allez appartenir à une communauté. Donc, il faut savoir cela. Nous sommes tous des communautaires. Mais c'est extrêmement important dans le processus de résolution des problèmes de santé d'impliquer la communauté, parfois de les capaciter, de discuter avec elle pour bien choisir quelles sont leurs priorités, leurs besoins, et ensemble résoudre avec elle les problèmes. En tout cas, toutes mes félicitations et vraiment nous sommes très contents. Merci. Merci beaucoup, professeur Seck. Nous allons procéder aux réponses des panélistes et nous allons revenir aux questions. Donc nous avons, en gros, nous avons 3 questions. Donc la première question, elle est de comment intégrer la solution des jeunes dans les politiques du gouvernement. In English, how can we integrate youth solutions into policy? And la deuxième question est qu'on doit écouter les communautés, donc qui sont les premiers intéressés. Donc, comment devrions-nous placer les savoirs endogènes dans nos politiques de santé et tous nos politiques? So in English, how can we give our communities their voices in the decision-making spaces, in our case in here, mostly in the public health space? And troisièmement, nous avons comment relever les défis du financement face aux innovations locales. So how can we tackle the health funding challenges when it comes to local innovation? So I will give you a freestyle, give the freedom for anyone to take the floor and respond. La première question, donc allez-y, Bopa. La dernière question. On peut commencer par la dernière question si vous voulez. Le défi des financements face aux innovations locales. Vous êtes témoin qu'il essaie toujours de me balancer toujours en première position, mais je vais résister et je vais survivre. Désolé, Bopa. Je ne vais pas me sentir discriminée. Merci beaucoup. Alors, je remercie professeur
Oui, je remercie professeur Eva Marie Kolsek d'abord pour sa contribution et ensuite le professeur Sek également pour, madame également pour leur suggestion par rapport aux questions des communautés. Effectivement, nous sommes très concernés, même si nous ne sommes pas de la santé, nous sommes très concernés par toutes ces questions parce que nos organisations, comment est-ce que nous travaillons, c'est qu'avec le district sanitaire, par exemple, moi là où j'interviens, je travaille énormément avec le district sanitaire de Chilogne. Avec mon organisation, nous formons le personnel de santé du district, par exemple. Je travaille beaucoup sur les questions de genre. Et quand nous avons vu qu'on avait beaucoup de problèmes pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on voulait, on s'est tourné vers le personnel de santé et on s'est dit qu'il fallait peut-être les former sur les procédures et standards d'orientation et d'accueil des survivantes de violences basées sur le genre. Et depuis lors, nous collaborons énormément avec ces personnels de santé parce que dès l'instant où on les a expliqué que nous servions de relais sur beaucoup de thématiques et beaucoup de problématiques, le district sanitaire revenait vers nous pour nous dire « Ah oui, le paludisme commence à revenir. Est-ce que vos relais, vos pères éducatrices, les pères éducatrices que nous avons, c'est vraiment des jeunes filles qui parlent de la santé sexuelle et reproductive, de la santé menstruelle également. Mais maintenant, ces jeunes filles-là sont formées par le personnel de santé pour sensibiliser sur le paludisme, sur la tuberculose. Et à chaque fois qu'il y a un effet ou bien une maladie qui est là, le personnel, le district sanitaire convie l'association et forme ces relais pour pouvoir impacter et circuler dans la communauté. Ça, c'est pour vous dire vraiment ce lien et ce partenariat qu'on a avec le milieu de la santé. La deuxième question, c'est le financement. C'est le grand problème. Mais encore une fois, cette question n'est pas incontournable. Le financement n'est pas incontournable. Mais cette question peut être atténuée quand on collabore encore avec les sociétés. Je vous explique. Moi, j'ai créé mon organisation en 2008. Et jusqu'en 2021, nous n'avions pas eu de financement. Comment est-ce que nous faisions? C'est que quand nous devons organiser une causerie, c'est un chef de village qui reçoit chez lui. Tout ce dont on a besoin pour une causerie, c'est un remboursement de transport. On n'appelait pas les gens ailleurs. C'est les gens du village qui faisaient leur causerie dans leur village. Donc, le remboursement de transport, il est écarté. On avait besoin de la consommation. C'est le chef du village qui donnait le lait et le thé. Et on faisait notre causerie. Pour héberger les jeunes filles qui habitaient loin, les bourses d'hébergement, on avait besoin d'argent, mais également on avait besoin de familles d'accueil. Donc nous avons remplacé ces bourses par les familles d'accueil. Les communautés accueillaient les élèves qui avaient besoin d'hébergement, ce qui écartait les bourses. Nous avions besoin de fournitures scolaires. Nous faisions des cotisations et ces cotisations, c'était un crayon, stylo, un cahier et puis nous regroupions tout ça en kit que nous redistribuions aux élèves. Ce qui fait que nous avons toujours impliqué les communautés et c'est ce qui fait la pérennité de nos actions. Maintenant, on a besoin d'argent puisqu'il a fallu recruter des chargés de projet, des suivis évaluations, moi qui ai démissionné de mon poste de programme officier du Haut-Commissariat. Donc tout ça, il me fallait également de quoi survivre. Là, on a commencé à aller chercher des financements. On en a toujours besoin, mais on n'en reçoit pas, on en reçoit peu. Mais ce que je dis, c'est de mettre encore les communautés en contribution. Et là, on aura besoin de moins d'argent par rapport à ce qu'il y a de besoin. Oui, je pense que c'était ça. I want to add to what she said about funding. For the Africa, I know it's the same thing as well. This AI camp that we run, we don't have much funding. We don't have a lot of funding, but we don't also need a lot of funding with how we do things. For example, with the AI camp, what we have found in order to not need funding is we collaborate with universities. So they take care of the housing part and they take care of hosting the students, so we don't need to worry about that. And they also have local canteens, so they agree to take care of the food during the time of the camp. So this idea of collaborating and leveraging local communities can be a way to not feel the funding pressure that much. I just wanted to add that. That's great, thank you so much. And let's transition into that, into listening to the voices of local communities. How can we leverage and take advantage of local and traditional knowledge and integrate them into our health solutions? Anyone? So maybe before we jump to that question, I would love to address my colleague, the medical doctor who has an app
to track menstrual period. Let me address that very quickly in two ways, the macro level and the micro level for you. So on a macro level, and that's why we are trying to have collaboration with institutions and entities like Galleon and more as well, to have some sort of a marketplace where all the innovators can be seen and can be spotted by the ministries of health and also the donors to be selected based on definitive or certain criteria to use, pilot their innovation or even scale it in those countries. So we are really trying to push this conversation, and lots of partners are trying to push these conversations to be able to spot all the innovators in different countries and regions as well. And that's on the macro level as well. We are trying to support the technical working groups. So each Ministry of Health in many countries, they have technical working groups, and some of those are focusing on innovation and technology, or some of those are focusing on sexual reproductive health. So you can also try to push your voice through those. On a micro level, and this is what we are trying to solve in the way that we work. The last one actually in the macro level is to streamline policies. We are trying to bring all the innovations to the same level, foundational level. On a micro level, I would love to tell you, just enter rooms, introduce your idea, be aggressive. Either you can convince government officials or you can convince a donor, but you need to be present and you need to market your product. There is no easy answer for that. It has to go in the hard way, but as long as you believe in your product and your product is serving an issue in the market, it's not an accessory, it's not just an addition, definitely you will find yourself in a place where your innovation can be used and on maybe a national scale. Thank you so much, Mary. This is a very important topic. As you can see in the morning, we had our brilliant students who have presented brilliant projects, but most of the time in the continent, they lack support and funding. And thank you, Mary, for creating those platforms and those ecosystems that really support and help these young innovators. We still have the lingering question of how to leverage local and traditional knowledge into our health systems. And we can briefly touch upon it and then give the voice to the young students. Feel free to jump in at any time if you... Yeah, of course, go ahead. Okay, so let me just echo what Madam President has mentioned, and the traditional knowledge and the traditional medicine. Local knowledge I used not only in traditional medicine, but in epidemic and endemic preparedness. As much as we think our people in the village are limited or uneducated, they actually have gathered that knowledge over the years. And many of the implementers that have been in the ecosystem for decades are now figuring out that having those solutions and having the community at the center of the solution make it more efficient, make it cheaper, and make it also accepted by the community, because you're not imposing a new system or a new way of accepting health on the community, but rather absorbing from their knowledge and way of maneuvering those diseases or health threats and sophisticating that and building on it and giving it back to the community. Many examples, especially when we say like climate and health, we have examples that are driving the design of our projects from the community and then giving back to the community where we drive the information from. Thank you so much, Mary, for highlighting that. And it's true that we have to do a lot when it comes to local and traditional knowledge and integrate them into the decision making and into the public spaces. In Senegal, I know that there is a program called Bajenu Goh, which is community nurses working in certain communities, but I know that it's really
based on community knowledge and community expertise. And it's really a solution that should be taken as an example when we're talking about leveraging local knowledge. Now, I would give the floor to our students. I know you, and I have worked with you, and we've listened to you this morning, and I know you can be very engaging. So I would turn the whole floor to you to engage with our panelists. I want you to challenge them. Please challenge them. They are not challenged yet. So I will give the floor to the students. Are you a student, sir? Yes, behind. I will come to you later. Bonsoir. Moi, c'est Alun Diouf, étudiant en 6e année de médecine. J'ai une question pour Madame Samba. J'aimerais savoir quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants en médecine s'intéressant à l'entrepreneuriat. Et aussi une question à Madame Diem. Quels sont les effets que vous pensez que l'IA aura sur l'activité médicale, sur la profession médicale en tant que telle, mais aussi quelle doit être l'approche du médecin par rapport à l'IA? Merci beaucoup. Une autre question des étudiants. Bonsoir, moi c'est Bouchra Adio, étudiante en 6e année de pharmacie. J'ai essentiellement 2 questions. La première, c'est d'abord par rapport à l'innovation en santé. J'aimerais savoir ce que vous pensez d'une agence panafricaine de l'innovation médicale. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, sachant que l'innovation en santé en Afrique reste souvent freinée par l'absence de cadre réglementaire harmonisé dans notre sous-région? La deuxième question, dans un contexte de mondialisation scientifique, aussi on parle de souveraineté sanitaire africaine. Comment pouvons-nous concilier la coopération internationale tout en préservant nos intérêts en tant qu'Africains? Merci. Merci beaucoup. Une troisième question? Ou une quatrième, parce qu'elle en a posé 2. Oui, monsieur l'étudiant. Vous pouvez passer à monsieur l'étudiant. Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, comme vous savez, je ne suis pas étudiant, mais je voulais tellement prendre la parole aussi pour partager certaines idées. Moi, je suis professeur de pharmacologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avec ce panel, on a vu vraiment passer de très belles idées, comme l'a dit Madame le ministre, professeur Ava Marie Coll. Mais moi, j'ai apprécié aussi le concret. Le concret, je l'ai vu peut-être partout, mais surtout avec Madame Samba et Madame Diallo, parce qu'elles sont sur le terrain, elles sont en train de faire quelque chose, des choses qui impactent. Ça, c'est très important. J'ai suivi un discours il n'y a pas longtemps d'Obama qui disait que si vous voulez faire quelque chose pour votre pays, n'attendez pas d'arriver à un certain niveau pour le faire. Commencez tout de suite. Ne dites pas qu'il faut que je sois maire pour faire ceci, que je sois ministre pour faire ceci, que je sois professeur pour faire ceci. Tout de suite, là où vous êtes, par rapport à votre communauté, même si vous avez 7 ans, 8 ans, commencez à faire quelque chose. Et ça va vous former. Donc c'est pour vous encourager vraiment à continuer sur cette voie. Je voulais féliciter aussi, en tout cas, madame, je n'ai pas le nom, mais de Princeton University, et aussi donc, sa voisine, parce que j'ai vu aussi des idées, de très bonnes idées. Mais le problème, c'est comment impacter. Moi, personnellement, j'ai fait carrière à l'université au ministère de la Santé, mais j'ai quelques frustrations parce que j'étais très engagé, je pensais avoir de très bonnes idées,
Mais parfois, je n'arrivais pas à mettre ça en œuvre. J'en ai réussi pour quelques-unes de ces idées, mais pour d'autres, je n'arrivais pas. J'ai tapé à beaucoup de portes et je n'arrivais pas. Et il faut essayer d'impacter, parce que c'est ça qui compte. Le résultat, ce n'est pas de dire que bon, moi j'ai fait ceci, mais mon pays n'a pas besoin de moi. Les autorités en général ne viendront pas vers vous. C'est comme ça. Moi, c'est ce que je constate. Les autorités ne cherchent pas à savoir qui est bien dans tel domaine, qui est bien dans tel ou tel domaine pour faire des choix. Les choix, c'est des choix souvent politiques. Donc, si vous voulez contribuer, si vous voulez impacter, il faut être là où on décide. Si ça doit passer par la politique, il faut y aller. Ça aussi, je voudrais vraiment donner ces conseils-là par rapport à mon expérience personnelle. Parce que si vous n'êtes pas là où on décide, vous ne pouvez pas changer les choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur. Je crois qu'on a 3 questions. On va devoir procéder à répondre les 3 questions et après on va revenir vers vous aussi. Donc la première question, elle a été très ciblée et je vous laisse répondre directement. Très bien, merci beaucoup Salif et merci pour le monsieur qui a posé la question par rapport à des conseils pour les étudiants en médecine qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que votre camarade étudiant devant a bien expliqué le fait de se dire à travers l'activité qu'on est en train de mettre en place, comment est-ce que ça va impacter, surtout que ce soit les communautés ou alors notre environnement. Mais je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'intersection entre la tradition et l'innovation. Aujourd'hui, vous allez voir énormément d'initiatives qui sont très innovantes, mais quand on creuse un peu, on se dit, quelle est la durabilité de cette innovation? Est-ce qu'il y a un business model derrière? Est-ce que s'il n'y a pas, par exemple, des subventions, est-ce que ça peut tenir ce modèle-là? Donc, si vous avez des idées de création d'entreprise et que c'est du for-profit, non-for-profit, et ben là, il faut se dire, à travers le modèle que vous êtes en train de créer, vous devez tout simplement, dans un premier temps, considérer la partie économique de votre modèle. Est-ce qu'il y a des revenus qui sont générés à travers l'activité que tu es en train de créer? Et s'il y a un modèle économique, ben, comment est-ce que, à travers la solution que tu as développée, comment est-ce que c'est en train d'impacter les communautés? Mais des idées, on en aura toujours. Mais après, c'est comment est-ce qu'on va tenir sur cette longue haleine, parce que c'est vraiment les montagnes russes, hein, l'entrepreneuriat, surtout en Afrique. Il y a des jours où vraiment c'est top et d'autres jours où on n'a vraiment pas envie d'y aller. Mais c'est aussi avoir cette résilience-là, de tenir en se disant, ben, à travers l'activité ou la solution que je suis en train de mettre en place, je sais qu'il y a un job peut-être au fond d'un village qui est en train d'en bénéficier. On sait qu'il y a tu es en train de créer des emplois derrière. Et je pense que se dire qu'est-ce qui te motive, what is your drive and force, qu'est-ce qui te motive pour que tu puisses y aller, y continuer, et à travers l'activité que tu es en train de faire, comment est-ce que tu es en train de changer la vie des populations. Merci. Merci beaucoup, Séné. Alors, pour la deuxième question, j'en connais une qui est très passionnée et qui est panafricaniste, et je vais la laisser répondre à la question de la création d'une agence panafricaniste de l'innovation médicale. Elle se connaît donc, elle va se lancer. Yes, I feel like I'm representing the African Union today, but I'm not. Excellent question, and I think the continent as a whole is going in that direction, not only for innovators, but to harmonize the regulatory framework around many aspects of health. For example, and we are fully supporting Africa CDC. That's one entity that you can knock their door, and they have access to centers of excellence, and they also have the digital health workforce. We also have the AMA that is targeting a harmonized medicines and manufacturing and pharmaceutical innovations around the continent. So definitely
great initiative. But what I'm also fearing, and just to be open with everyone who's in the room, that we don't need too many entities in the continent. We just need to map what we have and try to expand their scope in a Pan-African way. It's not easy because every country wants to hold to its own sovereignty, and that's why your voices are very important to say, I don't mind my innovation to be duplicated in Burkina Faso. I don't mind my innovation to be duplicated in South Africa and Botswana, so on and so forth. And that's why your push and your willingness to share information and to democratize information and experiences is as important as those entities harmonizing policies and innovations. Thank you so much, Mary. The continent needs those types of initiatives where the countries that they collaborate together in order to build something that's meaningful, not only in health but in many areas, including technology and science and things like that. So more integration in general. Pan-Africanism in the pragmatic sense is something very needed. Absolutely, absolutely. Information sharing, collaboration is really needed among the countries and within even countries in order to strengthen our healthcare systems. I just want to add, and my sister always inspires me actually, I don't know who also we have in the room other than the innovators, but I want the innovators also and the young people to understand the concept of macroeconomic and also the concept of mass production. You have to push for these ideas because if you produce only for your countries, you might not be as profitable and as successful. And that's why those borders and the lines in between all the African countries need to disappear in terms of sharing experience, sharing skill, and also mass production. And we can see that this is where the other continents and other countries have leverage on in terms of economic empowerment and economic growth. So yeah, thank you once again for the question. Thank you so much, Mary. Now to the third question. I lost track a little bit of the question, but I think the main idea of the question is how can we cooperate with agencies and organizations without losing our advantage as a continent? Tough question. I think the question goes back to this Pan-Africanism thing. As individual countries, we cannot bargain much because then it's like, okay, let's go to Kenya or to another African country, and you don't have that power, that bargaining power. Whereas if we develop policies in consultation, we'll say, for example, this is the rate we're going to set this thing, then external countries will have no other choice but to actually respect that, because they cannot go to the next country and say, I'm going to be able to get it at a lower rate. So really this thing about Pan-Africanism is not just about, oh, we are all brothers and sisters. It's actually something that's needed, you know, that we develop policies together at a continental level rather than a country level. Thank you so much, Ajibuso, for raising the importance of unity when negotiating or cooperating with organizations. We're going to turn it back to the students again for a few more questions. Those were very pertinent questions, so please go ahead and bring more. I want to answer the question of the Professor of Pharmacology at UCAD. Thank you for bringing this idea of impact up, because I think that's a very meaningful driving force for everybody. But I think we need to be more inclusive in terms of what we mean by impact. And I think Woma mentioned that in her the first time she spoke, that sometimes it's not just about metrics. It's not how many people you have cured or how many students you have helped. Sometimes impact can be immeasurable. For me, at least personally, science became a thing for me
as a young student when I saw Dr. Sheikh Modibo Diarra, who's a Malian astrophysicist. I didn't know about him, just going to school and doing math and science. It was just about that. But when I attended his girls' camp, girls' education camp, and met him, it's like it became something tangible. That this is actually, the science is a route that you can actually, you can make something of. And that is immeasurable to me, that how it has affected my journey and everything. And that's another type of impact that I think we shouldn't discard and that we should keep in mind. Thank you. Thank you so much, Ajibuso. Questions? Bonsoir, merci pour la parole. Ma question s'adresse à Madame Samba. Microphone. Oui. Bonsoir à tous, merci pour la parole. Ma question s'adresse à Madame Samba. En fait, comme vous êtes ingénieur en nutrition, je me demandais, est-ce que vous prévoyez d'étendre vos activités à la nutrition de manière générale, je veux dire chez les adultes, pour pouvoir essayer de lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires? Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, c'est Marc-Aurel Bouka, étudiant en 7e année de médecine à la faculté des sciences de la santé de Cotonou, donc au Bénin. J'avais une question plus ou moins ouverte qui était de savoir en gros comment renforcer la confiance et la reconnaissance des institutions en ce qui concerne les initiatives portées par les jeunes de façon générale. Merci. Merci. Bonsoir Auguste Assemblée. Je me nomme Tijanian, je suis étudiant en 4e année de médecine à la faculté, à l'FMPO. Bon, j'avais une question, bon, peut-être même une suggestion. J'aimerais savoir, en fait, bon, c'est une réalité en fait, ce n'est pas une question de savoir. Parce qu'il faudra savoir qu'on n'est pas entrepreneur, on le devient. Par les hauts et les bas, par les obstacles qu'on franchit, et on apprend à le devenir. Donc, déjà, je salue cette initiative de nous former, nous les jeunes, à avoir une vision beaucoup plus élargie et aussi de nous former à devenir peut-être des leaders dans notre domaine respectif. Et j'aimerais savoir si cette initiative-là ça va s'expandre réellement dans notre formation. Penser à l'inclure dans la formation continue de l'étudiant. Parce que, bon, comme je l'ai dit au début, on ne n'est pas entrepreneur, on le devient, par les hauts et les bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre une 4e question puisque la deuxième me semble avoir déjà été répondue. Donc on va prendre une 4e question avec les étudiants. Okay, good afternoon. My name is Kweku from Ghana, University of Ghana Medical School. So thank you so much for the panel and for everything that has been discussed. My question is to Dr. Busso. So I just want to find out about the AI camp, how the enrollment is, and any other relevant information regarding the AI camp. Mm-hmm. Thank you very much. Yeah. On va passer aux réponses et après on vient de l'autre côté. Donc la première question était pour Sini Samba. Oui, merci beaucoup pour la question par rapport à la diversification de la nutrition. Au fait, il y a tellement de choses à faire dans ce secteur. On peut faire des produits pour différentes cibles, mais nous, on a préféré nous spécialiser, tout simplement. Parce que toute ta stratégie de marketing, par exemple, de branding, de communication, va tourner aussi sur, par rapport à ta cible, qui est-ce que tu adresses le produit. Nous, ça va être surtout les parents, en l'occurrence les mamans, donc toute notre stratégie de com, de marketing est là-dessus. Mais peut-être si un jour, on décide de faire des produits pour les personnes âgées, ce serait peut-être une autre marque à voir, mais il y a toute cette stratégie derrière de branding qui font qu'aujourd'hui, on ne veut pas s'éparpiller au fait, parce qu'il y a plein de choses à faire et des fois quand
il y a trop de choses à faire, on ne fait plus correctement une des choses. Et donc, on préfère nous spécialiser et après élargir au fur et à mesure que l'entreprise grandit. Il y avait une autre question par rapport à la reconnaissance des initiatives portées par les jeunes auprès des États. Moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on l'entend depuis ce matin, je pense qu'il y a différentes initiatives et de très belles idées qui sont portées par la jeunesse. Mais je pense que ce qui peut aider davantage, c'est de se mettre en consortium, de se dire que, en fait, si tel ou tel vous êtes dans ce secteur-là, est-ce qu'on peut faire un groupe ensemble pour avoir plus de force en termes d'advocacy? Et je pense que là, vous pouvez vous faire plus entendre quand vous venez sous une organisation où il y a plusieurs entités qui sont dedans. Je pense que ça aide en termes de reconnaissance, que ce soit pour aussi les partenariats et aussi pour les collaborations, pour faciliter des marchés. Vous pouvez aller voir le gouvernement, mais ensemble, sous une organisation en consortium. Je pense que ça peut beaucoup aider. Merci. Merci beaucoup, Séni. Et pour la deuxième question, je crois qu'elle a été déjà répondue, à savoir renforcer la confiance des jeunes qui dirigent des projets ou des institutions. Je crois qu'on a déjà touché ça. Et avant d'aller sur la troisième question, j'aimerais quand même un peu également compléter un peu la réponse de Séni par rapport à la deuxième question. La reconnaissance dans les organisations, je suis dans énormément de consortiums, de réseaux, de coalitions de jeunes. Et comme elle l'a dit, le secret, c'est de s'allier. C'est avoir des alliés et faire des alliances. Les alliés, c'est toutes ces personnes qui peuvent contribuer, même s'ils ne viennent pas sur votre travail, mais le fait, par exemple, d'avoir professeur Seck, par exemple, dans son CA, peut faire quelque chose. Le fait de collaborer, par exemple, avec les Badjanogor peut vous faire quelque chose. Ça, c'est l'exemple du Sénégal. Mais les alliances, c'est que, également, comme elle le dit, c'est de voir des organisations qui œuvrent dans la même dynamique que vous. Vous travaillez dans l'éducation, il y a une organisation qui travaille dans la santé de la reproduction. Vous vous dites que c'est la même question parce que c'est la même cible. Il faut voir les choses que vous avez en commun et vous dire sur cette chose-là que vous avez en commun. C'est peut-être la cible. L'éducation, santé de la reproduction, c'est les mêmes personnes. C'est la même tranche d'âge. Et vous vous alliez, vous allez chercher des fonds ou même vous allez chercher de la crédibilité auprès des États ou des décideurs. C'est les alliances et les alliés. Merci beaucoup, Madame Opa. Et à savoir la troisième question, à savoir universitaire ou dans formation, qui sera arrivé aux formateurs. Et je sais que des idées. Et là, je crois qu'on est. Merci beaucoup. Great, thank you so much. And now I think we are coming to the end. We are running out of time. We would love to continue and take all questions across the board, but we are running out of time. So today we have heard powerful insights on leadership, innovation, gender inclusion, and technology as a tool for sovereignty. We have seen that the future of health in Africa will be shaped not only by experts, but by young people who take initiatives, create solutions, and lead with purpose. Let us continue to turn ideas into actions and build together a healthier and stronger and more independent Africa. Before finalizing, I would like to call on Mr. Isaka Diallo to conclude us the session. Isaka Diallo. Le secrétaire général m'a demandé de faire vraiment la conclusion. Je voulais en profiter pour féliciter et remercier le panel.
Personnellement, je suis professeur de santé publique. Je documentais d'ailleurs les innovations au Sénégal et par hasard, mon ami et jeune frère Massamba m'a montré que les personnes que j'avais déjà sur ma liste, dont certaines sont assises ici, il les avait déjà recensées également. Il m'a dit que tu auras la chance de les voir. Je dis que c'est fabuleux parce que nous, on avait commencé un travail au niveau de l'académie de documenter les jeunes innovateurs du Sénégal, certains que nous ne connaissions pas, qui sont dans les réseaux sociaux, et pour voir qui ce sont ces personnes-là, pour les promouvoir. Moi, ce que je voulais dire, vraiment vous féliciter et vous remercier. Ce que vous êtes en train de faire, c'est fabuleux. C'est impressionnant même pour nous, qui avons commencé ici au Sénégal les soins de santé primaire. Nous avions du mal à amener les techniciens du secteur de la santé à parler aux communautés. Et quand on vous entend, vous, spontanément, sans aucune instigation, sans rien avoir découvert par vous-même, que sans parler aux communautés, sans utiliser les connaissances locales, sans utiliser les structures qui existent déjà, vous n'aurez aucun résultat. Cela veut dire que vous avez compris mieux que nous. Et deuxième chose, c'est votre liberté de penser qui ne dépend pas des gouvernements. Maintenant, je voulais vous conseiller, comme l'a dit le professeur Dieye, pour dire que nous sommes derrière vous, on vous appuie. Nous croyons à la jeunesse et nous sommes convaincus qu'avec ce que vous avez entendu pendant ces jours-là, l'Afrique vraiment a une très belle relève. Et avec vous, on peut aller plus loin. La chose qu'il faut savoir, tout ce que nous disons aujourd'hui entre déjà dans des politiques décidées par les gouvernements. Donc pour les engager, il faut leur démontrer que ce que vous êtes en train de faire, c'est dans leur intérêt, c'est dans leur politique qu'ils ont déjà choisi. Si vous prenez le label des objectifs de développement, les 17 objectifs de développement du millénaire, mais en fait, du développement durable, on se rend compte que tout ce que vous êtes en train de dire entre là-dedans. Et je voulais reprendre Madame le ministre pour dire que ce que vous êtes en train de faire avec les nombreux déterminants de la santé, mais entre dans la santé. Je l'ai dit tout de suite dans la section que nous avions, il faut éviter de penser que la santé, c'est la maladie uniquement. C'est la grosse erreur que nous avions faite, nous, dans le passé. Il ne faut pas tomber dans cette erreur. Et vous agissez sur les déterminants de la santé, où vous pouvez être plus efficace, vous pouvez avoir un impact plus grand que de cibler seulement la maladie. Les causes et les facteurs favorisant la maladie, nous les connaissons maintenant. Elles sont multisectorielles et multiformes. Donc, en agissant même en tant que juriste, vous avez des actions extrêmement importantes sur l'équilibre social. Et l'OMS définit la santé comme étant un complet état de bien-être physique, mental et social, et ne veut pas dire l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc vous avez tellement de moyens d'agir sur la santé et non sur la maladie nécessairement. Donc encore une fois, ne soyez pas intimidés par ces conceptions souvent passées qui font que vous ne sentez pas que votre action va avoir un impact sur le bien-être des populations. Et ça qui est important. En tout cas, nous vous félicitons. Ce que moi je souhaite, c'est qu'au sortir d'ici, qu'on ait encore un réseau entre vous, que vous puissiez continuer à communiquer, à vous supporter, comme vous l'avez dit. Vous êtes dans les domaines qui sont s'entrecroisent. Il faut qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qu'on puisse en profiter pour que cette collaboration soit dynamique et pour continuer. Et le professeur Dieye l'a dit, ne minimisez pas ce que vous pouvez faire. Vous commencez à faire une chose, même si c'est petite, soyez certain que vous aurez un impact. Si vous faites des choses bonnes que vous faites, que ce soit dans l'intelligence artificielle, dans tous les domaines, n'attendez personne. Démarrez avec ce que vous avez. Les bonnes volontés et les gens qui ont la même volonté que vous vont vous rejoindre. Encore une fois, félicitations et encore au nom de Madame le ministre qui, comme vous la voyez, en partant, elle est contente. Elle est heureuse de voir cette jeune génération venir avec des idées si généreuses pour aider l'Afrique à se développer. Encore une fois, donc, merci beaucoup et on vous dit à demain. Merci et bonsoir. C'est gentil. Merci beaucoup, professeur. La dernière session de synthèse devra être faite par Rose, donc, qui va vraiment boucler la boucle. On vous remercie justement d'avoir pris la parole pour revenir sur ces points essentiels qui nous galvanisent. Et on connaît, professeur, votre implication sans relâche aux côtés des innovateurs. Et justement, cette ouverture, cette complexité de la santé que vous promouvez clairement, et cet appel à la collaboration multisectorielle, là, c'est clairement un plaidoyer sur lequel nous sommes alignés. Et avec votre accompagnement, nous allons renforcer le cadre de collaboration avec tous les acteurs. Merci beaucoup. Merci à... Merci très cher professeur et merci Massamba. Donc, je voudrais juste finir by saying thank you all for your energy and thank you for your commitment. I wanted to say that the future of the continent is with
the hands of young people, but more particularly with the hand of women. And I want you to give a round of applause to my brilliant panelists on the right side. Merci beaucoup Salif. Avant de vous lever, on va vous prier de faire la photo de famille ensemble. En tout cas, nous vous remercions Adi, Marie-Moussa, Wapa, Sini, justement pour cette session et ces partages hautement significatifs. Et justement, je pense que les jeunes ont beaucoup appris aujourd'hui. Et on va continuer la session pour demain pour le Forum des jeunes. Maintenant, comme convenu sur le programme, il y a une synthèse qui devait être faite parce que ce programme a été designé avec des formateurs, mais également au sein de notre commission, il y a une coordination qui a été faite avec Rose, justement Muriel, qui va venir nous faire atterrir justement après qu'on ait si brillamment décollé ce matin. Donc je vous remercie. Je vous prie d'applaudir très fort nos panélistes. Pour la photo d'abord, avant de leave the scène. Yep. Merci.